Vous l'avez lu quotidiennement pendant plus de 20 ans dans le journal L'Équipe. Il vous régale chaque dimanche soir dans le Canal Football Club sur Canal+, de ses commentaires et analyses toujours tranchantes et incisives. Et il vous encourage même parfois dans votre salon lorsque vous allumez votre console de jeu. Pierre Ménès est notre invité ce soir sur France Bleu Lorraine. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu, bienvenue à Metz. Merci. C'est pas pour parler de foot que vous êtes avec nous ce soir, mais plutôt de votre livre Deuxième mi-temps, sorti au début du printemps aux éditions Kéro. Un livre que vous avez dédicacé cet après-midi à Sarreguemines. Un livre où vous racontez les épreuves que vous avez dû traverser l'an dernier. La première question qu'on a envie de vous poser, Pierre, comment ça va ? Écoutez, ça va faire 6 mois que j'ai été greffé dans 6 jours. Ça va aussi bien que possible, même si là, j'ai repris le CFC le 2 avril. Ouais, on y reviendra. Et que j'ai fait beaucoup de choses, à commencer par la promo du livre depuis le 2 avril, et que là, je sens que je suis très fatigué. Oui, c'est dur, c'est encore un vrai parcours du combattant pour vous ? Oui, c'est parce que j'ai du mal à me déplacer. J'ai un nerf qui s'est bloqué au niveau de mon pied droit pendant l'opération. Les médecins m'ont dit qu'il faudra 1 an pour que je récupère. Et là, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à marcher. Ouais. On va justement y revenir. C'est un vrai parcours du combattant. On l'a dit que vous avez vécu un combat vers la survie. En août 2016, on vous diagnostique d'une cirrhose de Nash, une maladie du foie très dangereuse. Tout de suite, on vous a dit qu'une greffe du foie et du rein serait la seule issue ? Ah oui. En juillet dernier, c'était sûr et certain que j'allais être greffé, oui. Ouais, c'était sûr à ce moment-là. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête à ce moment-là ? Quand vous prenez la nouvelle ? Non, pas vraiment. Comme on me dit que c'est la seule issue, je me dis c'est la seule issue. Il y a au moins une issue. Voilà, je suis assez fataliste, oui, parce que les médecins sont très optimistes quant à la réussite de cette double greffe. Donc en juillet, je suis fatigué, mais je suis pas dans l'état où je vais me retrouver quelques semaines et encore plus quelques mois plus tard. Ouais. Donc ça va, c'est l'état de profonde décrépitude de mon état de santé dans les semaines et les mois qui ont suivi qui ont été pénibles à vivre. Oui, et puis dès les premières pages de votre livre, c'est à votre donneur anonyme que vous vous adressez. Sans vous, c'est simple, je serai mort. C'est le message que vous vouliez faire passer tout d'abord ? Ouais, le message que je veux faire passer dans ce livre, c'est que la mort peut donner la vie. Ouais. Et voilà, c'est assez simple comme concept. La personne qui m'a donné son rein et son foie, elle est morte. Si elle ne me l'avait pas donné, elle serait morte tout pareil. Sauf que si elle ne me l'avait pas donné, je serais mort aussi. Donc voilà, ça fait 1 mort au lieu de 2. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre ce raisonnement. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce livre, alors qu'au départ, j'avais pas du tout envie de raconter ma vie. Mais j'ai été convaincu de mon entourage de l'importance que pouvait avoir mon témoignage dans le don d'organes. Et voilà. Vous pensez justement que votre notoriété, la lumière sur le don d'organes que vous faites également peut faire avancer cette cause-là ? Je me mets à la place des gens. Moi, avant qu'on me parle de greffe, j'avais jamais été préoccupé par le sujet. Et le fait que ça me tombe dessus, évidemment, je m'y suis intéressé. Et le fait que ça m'arrive à moi, ça, même si quelque part c'est anormal, ça interpelle plus les gens que si ça arrive à quelqu'un qui ne connaît pas, quoi. Ouais, et c'est justement, vous vous engagez un petit peu en ce moment sur le don d'organes. Par exemple, la dédicace de cet après-midi était en partenariat avec l'association Laura, les couleurs de la vie. C'est une association qui a pour but de venir en aide aux enfants gravement malades. Vous allez encore vous engager dans ce combat ? Alors, j'ai accepté d'être l'ambassadeur du dépistage de la cirrhose Nash en collaboration avec l'hôpital Beaujon, où j'ai été greffé. Après, je ne vous cache pas que je suis contacté je dirais quasiment tous les jours par une association, et que je ne veux pas devenir le Jean-Claude Brialy de la greffe. Je veux pas quand j'en aurai terminé avec la promo de ce livre, je ne veux pas être le greffé de service. Non, vous voulez passer à autre chose quand même, c'est important pour ça. Je veux passer à autre chose. Voilà, après, aider ponctuellement des associations, des gens. Là, j'ai fait une dédicace à Noyelles-Godeau samedi après-midi. Il y avait un stand de dons d'organes à côté. J'ai été évidemment avec eux, parler, faire des photos et tout ça. Voilà. Ponctuellement, j'ai participé à la constitution d'une cagnotte pour un appareil de rééducation pour un greffé des poumons qui malheureusement est décédé depuis. Mais bon, on a récolté pratiquement 40 000 €. Donc on a pu acheter une machine aussi pour l'hôpital Beaujon.
Cyril Hanouna, qui est tellement décrié en ce moment, a quand même donné 5 000 € pour ça. Donc voilà, je m'investis ponctuellement. On me raconte sur les réseaux sociaux, on m'envoie des messages tellement bouleversants. Mélissa, ma compagne, elle aussi, elle s'investit beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs à mon goût, parce que quand on a perdu Jean-Yves, le greffé des poumons, elle l'a très mal vécu, quoi. Donc il faut que j'arrive à être un petit peu égoïste. C'est pas trop dans ma nature, mais il faut que j'y arrive à l'être un petit peu. Pour continuer vers cette renaissance, vous utilisez justement régulièrement sur les réseaux sociaux le hashtag Rebirth, la renaissance, plutôt résurrection. Pour vous, c'est justement dans la nuit du 12 décembre que débute la vote. C'est dans quel état vous étiez à ce moment-là quand on vous a dit « ça y est, on a des organes pour vous » ? Au moment où je l'apprends, ouais. Il était 4h du matin, exceptionnellement je dormais, j'étais complètement dans le cirage. Mélissa m'a préparé en 30 secondes, le SAMU est arrivé. Je me souviens qu'ils m'ont parlé de foot dans le SAMU, et que j'avais évidemment pas tellement envie de leur répondre. Et que quand je suis arrivé à l'hôpital, est-ce que j'ai perdu connaissance? Est-ce que j'ai lâché prise? Est-ce que j'ai fait un malaise? Je ne me souviens de rien jusqu'à mon réveil de l'opération. Mais c'est pas forcément l'euphorie à ce moment-là, c'est que votre état ne permet pas de fêter la nouvelle. J'avais plus de force ni pour être euphorique, ni pour être inquiet, ni pour être rien du tout. Je n'étais plus rien. J'étais un légume. Ouais. C'est dur à vivre, à y repenser aujourd'hui, ou justement c'est la voie. Le point fort que j'ai, c'est que j'y pense jamais. J'y pense là parce que je vous en parle, mais je pense pas toutes les 5 minutes que je suis greffé. J'ai complètement zappé de mon disque dur ces 25 jours d'hospitalisation, ce qui est quand même très peu pour une double greffe. Non, je suis reparti avec le même caractère qu'avant. J'ai toujours cette aptitude à m'énerver pour des choses qui n'ont aucune importance. Comme je l'ai dit dans une interview, je crois que je suis aussi con qu'avant. Finalement, c'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien. Ouais. On vous a pas reformaté le disque dur, il est toujours en place. Non, je crois pas. Non. Justement, il y a un grand message d'amour également dans ce livre à votre maman, à votre grand amour, Mélissa, qui ont été des soutiens incroyables tout au long de cette épreuve. Ouais, ma mère est venue tous les jours. Mélissa, elle m'a porté à bout de bras, au sens propre comme au sens figuré. Elle me levait du canapé, elle me couchait, elle me mettait sur la chaise percée, elle m'emmenait en dialyse jusqu'au dernier mois où elle n'avait plus la force et où j'y allais en ambulance. Oui, sans elle, j'aurais pas tenu le choc, c'est clair. Ouais, j'imagine que les remerciements que vous devez avoir aujourd'hui sont sans commune mesure pour votre entourage. Bon, on est très au-delà des remerciements. On est plus sur la... Quelque part, ce livre fait office de remerciement. Et puis à chaque fois que je fais une interview, je parle de ma mère et de Mélissa. Donc je pense qu'elles doivent être au courant que je leur suis infiniment reconnaissant. On l'imagine. Et après la greffe, alors comment ça se passe pour vous ? Qu'est-ce qui se passe juste après ? Vous mettez combien de temps à vous en mettre ? On part sur une rééducation ? Comment ça se passe ? Alors, il y a 15 jours vraiment difficiles où vous êtes sous perfusion, sous cathéter, vous avez des tuyaux de partout. On vient vous torcher dans votre lit, vous lavez dans votre lit. Comme je dis, l'hospitalisation, c'est l'école perpétuelle de l'humiliation, quoi. Au bout de 15 jours, je suis débranché de tout, j'ai plus d'infection, j'ai fait une petite infection, ce qui est en général assez classique après une greffe. Et ça va, quoi. Donc j'ai commencé à rentrer dans ce que je croyais être une profonde dépression. Et en fait, non, pas vraiment. C'est-à-dire que j'étais à bout de nerfs, parce qu'il faut bien voir qu'entre le mois d'août et le 12 décembre où j'étais greffé, j'ai déjà passé 5 semaines à l'hôpital. Là, les 15 jours après l'opération, j'en pouvais plus. D'ailleurs, quand j'ai quitté Beaujon au bout de 22 jours pour aller à Necker, parce que j'ai été greffé du foie et du rein à Beaujon, mais c'est l'équipe de Necker qui m'a greffé du rein. Donc, il fallait qu'on me retire une sonde à Necker, et ils voulaient me garder encore parce qu'ils me trouvaient trop fatigué. J'ai dit non, là, je suis un grand garçon, je serai très fatigué chez moi. J'habite à un quart d'heure de l'hôpital Beaujon, ça va pas, je retournerai à l'hôpital Beaujon. Foutez-moi la paix, il faut que je rentre chez moi, j'en peux plus. Ouais, c'est important à ce moment-là. Vous avez reçu un nombre incalculable de soutien du monde du foot, des médias, des anonymes. Ça aussi, ça aide à se remettre sur pied. C'est vital. Ouais. Comme j'ai dit, je pense avoir une personnalité assez clivante et je pensais pas
véhiculer autant d'amour. Et encore aujourd'hui, maintenant, quand je suis arrêté dans la rue, une personne sur deux me dit combien elle est contente de me voir revenir, me demander des nouvelles de ma santé. Donc ça, c'est vraiment très touchant. Ouais. Et justement, le dimanche 2 avril, cette résurrection, elle prend forme enfin. 7 mois d'attente pour nous tous, Marie Portolano, Olivier Dacour, Dominique Armand, Habib Beye et tous ceux que vous ne voyez pas sur ce plateau. 7 mois d'attente pour beaucoup d'entre vous qui êtes devant votre téléviseur ce soir. Mais c'est pour lui que l'attente a été la plus longue. Il a souffert, il s'est battu. Et sa présence ce soir va acter son retour à la vie, son rebirth, comme il le dit. Ce soir, Pierre Ménès redevient ce qu'il n'aurait jamais voulu cesser d'être, juste un gars qui parle de football. Mesdames et messieurs, Pierre Ménès. Le dimanche 2 avril, vous reprenez enfin votre plateau, votre place sur le plateau du CFC. Comment vous vivez ce retour ? Bizarrement, avec moins d'émotion que là tout de suite, tu vois. Ouais. Je crois que j'étais tellement préparé à ce retour, je l'ai tellement... tu sais, comme on dit, les sportifs, c'est faire le match avant le match. J'ai tellement fait le match avant le match, je pensais tellement fondre en larmes que finalement, les larmes, elles sont presque pas venues, un tout petit peu. Le moment le plus dur, ça a été quand j'étais avant d'entrer sur le plateau et que j'ai vu tout le public avec le maillot, avec le t-shirt Rebirth. Et d'ailleurs, ça m'a donné l'idée de faire un t-shirt et je vais sortir un t-shirt Rebirth à la rentrée avec une marque qui s'appelle Douane. Et évidemment, une partie des recettes iront à la recherche. Il y avait beaucoup d'émotions, on le sent dans la voix d'Hervé Matou, par exemple. Hervé, il a été extraordinaire avec moi pendant ma maladie. Il a pris des nouvelles tous les 3 jours. Il est venu me voir à la maison, à l'hôpital. Il a payé un spa, Mélissa. Enfin, c'était un proche, c'est devenu un frère. Ouais. Ouais. Mais je le dis à chaque fois que je fais une interview, mais je ne dirai jamais assez à quel point je suis reconnaissant à Canal+ de leur comportement à mon égard durant cette maladie. Parce que j'avais un contrat de consultant, donc en fait je suis payé quand je travaille. J'ai pas travaillé pendant 7 mois, ils m'ont payé rubis sur l'ongle. Et là, pour que je sois mieux protégé au niveau de ma couverture sociale, ils m'ont fait un contrat, un CDI. Voilà, ce sont des gens extraordinaires, c'est une famille, et comme je le dis, alors qu'en ce moment, il faut aussi reconnaître qu'on est quand même beaucoup secoué par l'arrivée des CFR et tout ça. Moi, tant que Canal voudra de moi, il n'y aura jamais de mercato télé. Pour moi, je resterai à Canal. Oui, ça c'est le message que vous voulez faire passer aussi également à l'équipe de Canal. Vous leur avez dit justement Ah oui, je l'ai dit. Je le dis sur France Bleu Lorraine, mais je l'ai dit un peu partout. Je l'ai dit chez Ardisson, je l'ai dit c'est à vous, je le dis volontiers. Ouais. Alors justement, comme le dit Hervé Matou, vous n'avez jamais voulu cesser d'être un mec qui parle de foot. Alors si vous voulez bien, on peut parler un peu foot ? Allons-y. Eh bien justement, ici en Moselle... On va parler de Metz, on va pas vraiment parler de foot. Une Moselle... Ça commence, une Moselle Grenat, certains diront même que la Lorraine est Grenat. Alors vous, le supporter du Racing Club de Strasbourg, alors plutôt de Marc Keller, hein, c'est vraiment votre ami. C'est mon meilleur ami, voilà. Mais vous avez bien suivi le parcours du Racing jusqu'à là aussi cette résurrection, cette renaissance là qui a eu lieu. Oui, il y a eu 3 résurrections en 2017, le Racing Club de Strasbourg, Federer et moi. Oui, par exemple. Eh bien, c'est le retour des derbys de l'Est l'année prochaine. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. C'est pas là où je trouve les supporters des 2 clubs les plus brillants, mais voilà. Les guéguerres entre supporters, ça me gonfle profondément. Donc c'est plutôt... J'avais vu quand les supporters de Strasbourg étaient montés à Lens pour le match, il y en avait qui avaient fait une halte sur l'autoroute à Metz et qui pissaient sur le... J'avais mis sur Facebook combien je pouvais trouver ça nul, quoi. Mais d'un point de vue sportif, il y aura un intérêt à ce match-là, justement. Il aura une saveur particulière. Oui, ce sera un match pour le maintien, sûrement, oui. Oui, vous voyez plutôt le parcours des 2 clubs comme ça pour le maintien. On ne pourrait pas espérer mieux. Pour Strasbourg, c'est évident. Pour Metz, il faudra voir l'équipe qu'ils auront. Ils vont certainement perdre Sarr, ce qui sera un gros coup dur, et il faut voir comment il sera remplacé. Alors, quel regard vous avez eu la saison dernière sur Metz ? Vous les avez suivis ? Oui, j'ai dû voir, comme à peu près tous les clubs de Ligue 1, une douzaine de matchs du FC Metz. Alors, c'est
parcours assez paradoxal parce que c'est une des équipes qui a pris les plus grosses branlées en France cette année. Et à côté de ça, c'est une équipe qui a pris des points, qui a remporté des matchs, qui a été assez intéressante à Saint-Symphorien, qui a fait un bon recrutement hivernal avec Diabaté. Il fallait y penser, c'était pas non plus écrit dans le marbre que Diabaté allait apporter autant. Et voilà, c'est un club où j'ai vu des bons joueurs, quelques bons joueurs. Doucouré, Ngate, évidemment Sarr. Et je trouve que leur maintien est assez mérité parce que c'est une équipe qui, par rapport à ses expériences précédentes en Ligue 1, où là c'était vraiment très très médiocre, je trouvais que là il y avait quand même une ambition dans le jeu un petit peu plus importante. Ils ont perdu sur des scores fleuves, des matchs qui étaient quasiment perdus d'avance, donc forcément on prend des points là où on peut. Vous étiez à Sarreguemines également cet après-midi. Alors l'équipe de Sarreguemines qui commence à nous habituer à des petits exploits en Coupe de France. Cette année, ça s'est terminé en 8e de finale face à Niort, après avoir quand même éliminé Valenciennes et Reims. Reims, un club que vous connaissez bien. Vous avez un peu suivi le parcours de Sarreguemines, en tout cas des clubs à ce niveau de la compétition? Non, parce que jusqu'au 8e de finale de la Coupe de France, ça doit être à peu près en février. Oui. Et là, j'étais encore trop malade. À cette période-là, vous avez fait complètement l'impasse sur le foot? Non, j'ai regardé les matchs de Ligue 1, quoi, mais c'est vrai que j'allais pas plus loin, quoi. C'était juste pour garder un côté spectateur. C'est surtout que quand tu passes ta vie dans ton canapé, tu te fais tellement chier que tu loupes pas un match de foot à la télé. Hein. Oui, c'est surtout ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup Pierre Ménès d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que le titre de votre livre, Deuxième mi-temps, est aux éditions Kéro. Merci et à bientôt. À bientôt.